Bonjour à toutes et tous. Oui, je vais essayer de dresser un bilan des politiques de Poitou-Charentes en termes d'énergie renouvelable, évidemment en faisant un focus sur le photovoltaïque en autoconsommation parce que c'est un peu le but. Mais je pense que c'est important aussi de retracer des éléments de contexte et les enjeux au niveau d'une région. Donc, le rôle des régions en termes de transition énergétique et de climat, puisque c'est la délégation que le président m'a confiée. Depuis le mois de janvier, nous sommes chefs de file sur les questions de transition énergétique. Donc ça veut dire quand même que nous devons nous doter d'un certain nombre d'outils qui permettent d'avoir des politiques offensives en la matière, puisque nous avons un certain nombre de schémas, dont le schéma régional climat, air, énergie. Et il se trouve que 3 régions ont fusionné le 1er janvier, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, que ces 3 régions étaient dotées de SRCAE différents, avec des objectifs différents, avec des lignes d'action différentes. Donc tous ces éléments-là, nous devons aujourd'hui les harmoniser pour arriver à des objectifs concrets à la fin du mandat. Alors nos objectifs, ils sont un peu supérieurs à ceux que préconise la loi de transition énergétique, puisque nous nous sommes fixés 30% de diminution de consommation d'énergie d'ici 2021, 30% de diminution de gaz à effet de serre et puis 30% de développement d'énergie renouvelable. Alors tout marche ensemble et je dirais que le fait de vouloir 30% d'énergie renouvelable en 2021 alors qu'aujourd'hui nous sommes à peine 19% nécessite évidemment pour avoir un ratio correct de développer, de diminuer la consommation d'énergie dans cette grande région. Donc l'objectif, c'était bien de créer un outil qui nous permette d'arriver à ces diminutions de consommation d'énergie et développement des renouvelables. Et c'est pour cela que j'ai souhaité que nous créions un conseil permanent de la transition énergétique et du climat en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Ce conseil permanent, c'est une mise en transversalité des services du conseil régional, puisque chacun le sait, ou pas d'ailleurs, que parfois tout est un peu cloisonné. Quand on parle de transition énergétique, on impacte un certain nombre de secteurs que sont les transports, l'agriculture, le développement économique bien évidemment, la formation et puis tout ce qui est recherche et innovation est effectivement important. Donc l'objectif dans ce conseil permanent, c'est de réunir avec les services énergie des agents des différents services dont je viens d'évoquer les noms précédemment. Et puis un comité de pilotage qui permettra de réunir là, cette fois, les vice-présidents en charge de ces politiques et une gouvernance externe avec les acteurs extérieurs qui interviennent sur ces différents champs pour pouvoir travailler à la co-construction des projets. Parce que tout le monde parle de co-construction, mais est-ce qu'on a bien les outils pour vraiment la mettre en œuvre? Donc on a cette gouvernance externe. Le projet va être tracté lors de la session plénière de vendredi et j'espère que nous serons pleinement opérationnels pour mettre en place ce schéma régional climat, air, énergie harmonisé à l'échelle des 3 ex-régions. La création également d'outils financiers, donc c'est ce que nous avons là aussi mis en place depuis le début du mandat en créant un fonds d'investissement énergie renouvelable qui s'appelle Terra Énergie et qui permettra de faire émerger un certain nombre de projets qui ne trouvent pas de finances auprès des banques de manière directe. Donc c'est un fonds auquel la région participe à 49% et puis 51% de partenaires privés, dont des plateformes de financement participatif. Il y a un certain nombre aussi d'actions, un fonds de résistance photovoltaïque et un certain nombre de garanties que nous avons mis en place. Les régions sont également chefs de file du développement économique et là aussi nous avons toute notre part en ce qui concerne la transition énergétique pour participer à ce développement économique des régions avec entre autres la création d'emplois que nous pouvons imaginer à la clé. Donc les régions soutiennent à la fois la production d'énergie, donc vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est en bas de l'écran, et les filières industrielles qui vont avec. Je citerai quand même rapidement, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, les TEPOS, qui sont aussi des outils transversaux sur les territoires. Nous avons plusieurs TEPOS, 5 dans l'ex-Poitou-Charentes, 7 en Aquitaine et pour l'instant pas en Limousin, qui nous permettent d'avoir une vision transversale des choses sur les territoires. Ça paraît quand même essentiel. Donc au niveau de la région, dans les premiers plans climat qui datent de 2004-2005,
les régions qui sont maintenant dans LPC ont soutenu la filière photovoltaïque, les uns et les autres, à travers un certain nombre d'entreprises qui sont sur nos territoires et des projets solaires photovoltaïques, principalement en toiture, dans le cadre de l'objectif de ces plans climat. Le photovoltaïque, aujourd'hui, est un peu compliqué en termes de rachat, puisqu'il y a une diminution importante des tarifs de rachat, voire peut-être une suppression de ces tarifs de rachat dans un horizon proche. Donc la question du photovoltaïque en autoconsommation s'est évidemment posée pour notre grande région. Et c'est pour cela que nous avons lancé des appels à projets, un appel à projets photovoltaïque en autoconsommation en 2013 en Aquitaine, puis en Poitou-Charentes un petit peu plus tard. Je crois que j'en suis là. Donc évidemment, ça s'est fait en concertation avec les acteurs de la filière photovoltaïque, parce qu'on ne peut pas faire sans les acteurs. Et puis avec un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément au niveau du photovoltaïque, mais qui s'investissent dans ces secteurs-là, et je pense en particulier à un certain nombre d'associations. 60 projets ont vu le jour, ont été soutenus pendant 3 ans dans notre grande région, et les retours d'expérience sont plutôt intéressants et positifs. Donc nous avons un appel à projet qui va être reconduit d'ailleurs là en juin 2016, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des collectivités, mais aussi vis-à-vis des centres commerciaux où il y a un potentiel important. D'ailleurs, je crois que ce matin, vous avez évoqué cette question-là. Il y a dans la salle un représentant des services d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes qui peut donner des précisions si vous avez des questions ultérieurement sur ce sujet-là. Mais en tout cas, nous souhaitons poursuivre l'expérimentation. Et puis, nous souhaitons aussi mettre en avant un certain nombre de freins que nous pouvons avoir par rapport à cette question d'autoconsommation. Avant les freins, les 60 projets, dans quel secteur c'était? Agricole? Entreprises, collectivités et centres commerciaux. D'accord. Très bien. C'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Vous l'avez, alors c'est là. Voilà. Vous l'avez ici, les sites industriels et puis les collectivités. Une collectivité, la mairie de Bordeaux, qui s'est lancée dans cette démarche-là aussi. Et les centres commerciaux, on a plusieurs projets à l'échelle de la grande région. On l'a vu ce matin. Voilà, c'est ce que vous avez vu ce matin. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail de ces points-là. L'objectif pour nous, c'est quand même d'adapter la production à la consommation, tout en ayant une vigilance par rapport à l'individualisme que cela pourrait soulever. Parce que l'objectif, c'est évidemment de produire pour soi, mais quand il y a un potentiel de production plus importante, je crois qu'il faut aussi réfléchir à l'injection dans les réseaux de ce surplus de consommation. Et là, nous avons un certain nombre de freins qu'il faudra lever pour pouvoir aboutir et avancer sur ce sujet-là. Donc merci. Mais avant de vous dire merci... Les freins, donc. Oui. Donc le frein, c'est ça, c'est le problème d'injection au niveau du réseau. Après, nous, ce que nous souhaitons également, c'est évidemment, c'était dans la slide précédente, alors si je fais ça, voilà, mais c'est en bas, là encore, il y a un projet de monitoring des premières installations pour pouvoir évidemment voir si les productions sont adaptées aux besoins, et puis dans un second temps, réorienter les projets si cela est nécessaire. Moi, je voulais surtout insister sur le fait que le photovoltaïque, c'est bien et on en a besoin, mais ça ne peut pas être une énergie qu'on utilise seule et qu'on parle bien de mix énergétique. Il y a un potentiel solaire, évidemment, en région ALPC. Il y a un potentiel éolien. On a la même problématique avec le solaire qu'avec l'éolien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une production qui est forcément continue. Donc il faut vraiment travailler à un mix énergétique qui permette d'adapter la production aux besoins, mais aussi au territoire et au potentiel du territoire. Donc regardez les projets de méthanisation, les projets de biomasse en général, de géothermie et puis d'hydraulique, puisqu'on a un potentiel hydraulique, hydroélectrique important dans notre grande région. Donc la transition énergétique, pour nous, c'est vraiment pouvoir réconcilier les besoins avec la production et puis la gestion des réseaux, qui est un point important. Donc là, sur ce sujet-là, il y a des discussions qui sont en cours avec un certain nombre de gestionnaires de réseaux.
pour pouvoir avancer et puis permettre le développement de ce photovoltaïque en autoconsommation. Voilà. Ce matin, Virginie Schwartz a annoncé un appel d'offres autoconsommation, 100-500. Vous avez été consulté, les régions, par le ministère sur ce sujet? Sur ce sujet? Non. Pas du tout? Pas encore. D'accord, mais je pense ça viendra. Ça va venir, je pense. Nous devons rencontrer le ministère prochainement sur ce sujet-là et sur bien d'autres sujets, parce que je voudrais quand même terminer par là. C'est pas le tout d'avoir une loi de transition énergétique. Il faut aussi donner aux acteurs, aux collectivités, la possibilité de la mettre en œuvre. Donc on a des freins qui sont parfois logistiques. On a aussi des freins financiers. Vous avez peut-être tous entendu parler de la question du tiers-financement qui est dans la loi de transition énergétique et qu'on a beaucoup de difficultés à mettre en œuvre en région. Parfait. Merci beaucoup. Merci Françoise Coutan. On reste au niveau régional avec Gauthier Perrin, chargé de mission transition énergétique, référent photovoltaïque de la région Grand Est. L'Alsace a lancé en 2014-2015 un appel à projet autoconsommation, là aussi, avec un taux d'autoconsommation de 70% minimum et une aide de 500 € du kilowatt plafonné à 30%. Je vous laisse en parler, Gauthier Perrin. Ok, bonjour à tous. Donc moi je vais vous donner un retour d'expérience de projets concrets suite à cet appel à projet. Donc effectivement, on a lancé ça, la région, en partenariat avec l'ADEME, avec mon collègue Jonathan Muller qui est ici présent. On a lancé cet appel à projet, donc effectivement avec un certain nombre de critères techniques qu'on a énumérés, et avec aussi obligation d'un suivi des installations, donc ça a été signalé avant que c'était quelque chose d'intéressant. Et puis on voulait aussi qu'il y ait des liens qui soient créés avec la maîtrise de la demande en électricité, avec des dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique qu'on a aussi au sein de la région. Donc ça, c'était des choses qu'on a essayé de promouvoir. Donc effectivement, on aidait les études, donc là qui étaient aidées par l'ADEME, et puis les investissements qui étaient aidés par la région. Donc comme l'a dit monsieur, 500 € du kilo plafonné à 30%, et une aide pour le stockage au cas par cas. Le bilan de cet appel à projet, donc on a soutenu 22 études et 14 projets d'investissement qui se sont concrétisés par la suite pour une aide totale qui a avoisiné les 500 000 €. Donc en fait, tous les projets ne se sont pas concrétisés pour plusieurs raisons. Donc certains sont encore en cours de réflexion, d'autres, les études sont terminées, ils réfléchissent à ce qu'ils vont concrétiser. Il y en a d'autres où les études ne sont pas encore finalisées. En fait, on n'a pas eu de projets qui ont abandonné, on n'a pas eu d'études finalisées qui ont dit non, bon, l'étude conclut que ce n'est pas intéressant. Voilà. Si on regarde un petit peu la répartition des investissements par secteur d'activité, on voit que plus de la moitié des projets ont été réalisés par des PME et des industries. Donc ça, c'est intéressant parce que c'était un secteur qu'on visait au départ. Et donc là, on a la liste des projets qui se sont concrétisés. On voit qu'il y a quand même des industries qui sont au niveau international, Aguerre, Triba, on a Clemcy, donc ça c'est des grosses sociétés, donc c'est quand même relativement intéressant en termes d'image que des entreprises telles que celle-ci s'y intéressent. Et en rouge, on a les projets qui sont en service actuellement, et les autres ne vont pas tarder à être en service ou le sont depuis très très peu. Voilà. Donc on n'en est pas au niveau de l'Aquitaine, vu que c'était notre premier appel à projet. Donc effectivement, à l'époque d'ailleurs, j'avais pris contact avec les services Aquitaine pour qu'ils m'aident un petit peu à lancer ça aussi. Donc si on fait un petit bilan technique des installations, voilà. Donc on a installé 1,4 MW en tout pour une gamme de puissance qui est assez variée. Donc on a des tout petits projets de 3 kg et on a eu des gros projets jusqu'à 268 kg. Donc celui-ci, c'est dans la grande distribution en ombrière, exactement le même type de projet qui nous a été présenté ce matin. Le taux d'autoconsommation moyen, lui, il est de 95%. Donc ça, j'ai pas trop d'inquiétude pour qu'il soit atteint. Vous me disiez d'ailleurs, lorsqu'on a préparé l'interview ensemble, que ce qui n'était pas le plus difficile n'était pas forcément les grosses installations, mais c'est plutôt les installations intermédiaires. Tout à fait. En termes de dimensionnement, notamment, ouais. Quand on a affaire, bon là on voit par exemple, on verra plutôt après, là si on regarde
Alors le taux d'autoproduction moyen, lui, il est de 14%, donc c'est un peu plus faible effectivement que ce que vous avez présenté. Donc là, je pense que c'est un point sur lequel il faut travailler. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple le projet numéro 3, là, qui a 0,6% de taux d'autoproduction. Donc vous allez me dire c'est très très faible, mais là c'est un industriel qui consomme plus de 10 MWh par an. Donc du coup, lui, il a fait une toute petite installation, donc c'est sûr, ça impacte peu son installation. Ou par exemple, il y en a d'autres, ce qui a été dimensionnant, en fait, c'est plutôt la place. Donc même si on a affaire à des grands sites industriels qui ont plusieurs bâtiments, des fois, s'ils enlèvent les contraintes structurelles, les contraintes, ou si le toit est pas mal orienté, ou s'il y a trop de cheminées ou de ventilation qui sortent, et tout ça, finalement, des fois, ou alors même une réserve foncière, mais qui veulent conserver. Donc on se retrouve avec finalement une place restreinte pour pouvoir installer. Donc on a ça qui peut être un petit peu contraignant. Mais pour dimensionner, si on a une industrie qui consomme 10 MWh et qu'on limite 200 kg, je veux dire le dimensionnement, il n'y a pas de, il est vite fait. Alors que si on a affaire à une toute petite PME, là il va falloir plus mesurer, comme l'a dit ce matin Monsieur Le Breton d'Engie, pour vraiment bien dimensionner. Donc finalement, il y a presque plus de travail quand on a affaire à un petit projet que quand on a affaire à un gros projet où on va impacter peu de la consommation, comme par exemple le projet numéro 3. Voilà. Et le coût moyen du kilowattheure a été aux alentours des 1 500 €. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il a peu baissé en fonction de la puissance. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que même pour les petites installations, les installateurs ont joué le jeu et n'ont pas pratiqué des prix relativement élevés pour que les projets restent relativement rentables. Donc ça, c'était intéressant. Et je voulais signaler aussi que plus de la moitié des modules sont des modules alsaciens de marque Voltec. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'ici présent. Donc ça, c'était intéressant pour nous qu'un appel à projet qui se passe en Alsace utilise des modules qui sont fabriqués en Alsace. Pardon ? Hors taxe. Vous parliez de la ressource locale, vous avez eu des problèmes peut-être pour trouver des BE spécialisés ? Effectivement, alors ça, vous anticipez un petit peu ma conclusion, mais effectivement, il y a beaucoup d'installations qui sont venues via les installateurs en fait. Et donc du coup, c'est les installateurs qui ont un petit peu une ressource bureau d'études en interne, qui ont réalisé les études. Et bon, c'était pas toujours, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Donc on a dû faire un gros travail avec mon collègue de l'ADEME pour essayer de faire monter en compétence un petit peu ces installateurs. Et on a eu peu en fait de bureaux d'études qui ont répondu présent sur le sujet, à part un ou deux, dont un national dont vous faites partie. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un enseignement, c'est qu'il faut peut-être développer un petit peu ces compétences au niveau des bureaux d'études. Donc là, je vais vous parler de l'impact de la subvention qu'a eu, l'impact économique de la subvention sur le temps de retour. Donc ça, c'est les différents projets qu'on a soutenus. Et donc, ça a permis de faire chuter le temps de retour moyen de 17 ans à 12 ans. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Donc, c'est des temps de retour qui ont été calculés, actualisés sur une base de durée de vie de 30 ans des panneaux. Voilà. Donc, faire baisser de 5 ans en moyenne le temps de retour grâce à la subvention, ça permet de rendre les projets plus acceptables, on va dire, pour les porteurs de projets. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement deux projets concrets. Donc le premier, en fait, ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est qu'il bénéficie déjà d'1 an de suivi. Donc il a été mis en service en mai 2015, donc tout juste 1 an, et le suivi était opérationnel dès le départ. Donc c'est un petit projet chez un éleveur laitier de 14 kilos. Voilà, donc là j'ai laissé des fiches exemples, en fait, je ne sais pas si certains ont pu les récupérer, qui récapitulent ça, j'avais laissé ça vers le buffet. Donc qu'est-ce qui est intéressant à voir là-dessus, c'est surtout que le taux d'autoconsommation a été proche des 100%, donc il avait été dimensionné tel quel. Le taux d'autoproduction réelle, donc vraiment mesuré, est de 22%. Que le temps de retour brut est de 7 ans, donc ça il a été calculé sur la base des factures, donc on a repris la facture, quel était le coût hors taxe du kilowattheure, tout ce qui est par variable, et donc multiplié par le taux d'autoconsommation mesuré, et donc ça donne un temps de retour brut de 7 ans. Et donc là, l'effet de la subvention, du coup, lui, il a été de 3 ans sur ce projet-là.
Voilà, donc ça c'est un installateur en fait, un éleveur laitier qui a refusé justement tout le démarchage qu'il a eu pendant des tas d'années. On voulait lui proposer de venir installer 250 kg en raccord des réseaux, donc ça ne correspondait pas trop à sa philosophie. Donc lui, quand notre appel à projet est sorti, là il s'est plus retrouvé là-dedans, donc il a fait cette petite installation. Voilà, donc l'exemple c'est que l'élevage laitier est une bonne cible pour l'autoconsommation. Alors on n'est pas sur des dimensionnements, on ne va pas installer 100 ou 200 kg, mais multiplié par le nombre d'élevages laitiers, ça peut être intéressant de mettre 10, 15, 20 kg sur ces sites-là. Et le deuxième projet que je voulais vous présenter, donc là c'est dans une commune, une collectivité. Donc c'est une collectivité un peu particulière, elle fait partie du réseau des communes en transition, donc c'est un maire qui est assez engagé dans le sujet. Il y a déjà un parc de 4-5 mégas au sol sur cette commune, sur des anciens terrains de mines du bassin potassique alsacien qui ne sont plus utilisés. Donc bon, c'est une commune qui est un peu moteur sur le sujet, mais quand même. Donc elle a installé en fait 40 kg sur un espace qui s'appelle l'espace Le Trèfle, et il y a notamment dans cet espace une cuisine collective qui fournit la restauration collective de la commune et des communes avoisinantes. Donc ils ont installé 40 kg, là aussi avec des chiffres très proches de ceux qu'on a vus précédemment, donc 97% d'autoconsommation et 22% d'autoproduction, et un temps de retour brut de 8 ans et un effet sur la subvention de 4 ans. Donc là aussi, il y a un projet relativement intéressant. Bon, le suivi est opérationnel depuis un petit peu moins longtemps, donc il faudra voir sur une année complète si la tendance se confirme. Voilà. Donc ça, c'est un projet effectivement qui est en tarif jaune, et celui d'avant, c'était un projet en tarif bleu. Et c'est des projets qui sont 100% autofinancés. Ça a été souligné aussi ce matin, donc c'est important de le souligner, parce que s'ils avaient dû emprunter, le temps de retour serait peut-être pas exactement le même. Voilà. Donc pour conclure, les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que les secteurs d'activité qui ont été concernés, c'est ceux qu'on avait un petit peu pressentis au début, c'est-à-dire entreprises, PME ou grande distribution, que peu de bureaux d'études se sont positionnés, donc ça on l'a déjà souligné. De l'importance de l'analyse des consommations actuelles pour avoir un bon dimensionnement, ça c'est surtout pour les petits projets. Et par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que ce qu'on souhaitait, c'est que cet appel à projet permette d'avoir des actions de maîtrise de l'énergie. Ça peut fonctionner. Donc le lien avec nos dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique dans les entreprises n'a pas trop bien marché. Donc ça serait peut-être quelque chose aussi à développer par la suite. Le plus grand enseignement, je pense, en tout cas de mon point de vue, et ça rejoint un petit peu la conclusion qui a été faite juste précédemment, c'est de trouver un compromis entre le taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction. Donc le taux d'autoproduction, effectivement, c'est là que va se jouer l'impact sur la facture. Donc c'est sûr que si vous dites à quelqu'un, je vais impacter 5% de ta facture, vous n'allez pas trop l'intéresser. Mais peut-être que là, nous, on avait visé des projets avec un fort taux d'autoconsommation, mais peut-être qu'il faut trouver un compromis entre les deux, faire monter un petit peu le taux d'autoproduction et pour baisser un petit peu l'autoconsommation. Voilà, donc ça, je pense que c'est des choses à travailler. Je ne sais pas ce qui va en être dans l'appel d'offres du ministère. On va voir comment ils ont un petit peu géré ça. Mais je pense que là, c'est un petit peu le vrai sujet. Voilà, aucun des projets nous a proposé du stockage. En même temps, on ne le cherchait pas trop, donc ça nous arrangeait bien. Et aucun projet n'a fait de vente de surplus. Et alors, les relations avec les gestionnaires de réseau, donc ce matin, c'était un des points un peu importants de la discussion. J'avoue qu'on a peu de retours sur ce sujet-là. Il y a un installateur alsacien dans la salle qui a fait 2-3 projets, qui m'a dit que ça s'était relativement bien placé et qu'il avait signé plutôt des conventions d'exploitation. Donc ça a pris encore autre chose. Mais ça, j'avoue que c'est un sujet où on n'a pas trop cherché les retours d'informations pour l'instant. Voilà, donc ça sera effectivement à clarifier toutes ces relations avec le gestionnaire de réseau. Voilà ce que je peux en dire. On voit que ces projets sont faits en Alsace pour l'essentiel. Vous êtes maintenant dans une grande région Grand Est. Vous militez auprès de vos collègues des autres régions. C'est sur ce dont j'allais conclure. Ouais. C'est que 2016, que ce soit pour les régions, notamment pour celles qui ont fusionné, ça va plutôt être des années de transition, parce que là, il y a effectivement... donc nous aussi, on est à 3 maintenant, comme
comme en Aquitaine. Et donc il faut que les nouveaux élus s'approprient un petit peu toutes ces thématiques-là. Et puis bon, il va y avoir des arbitrages qui vont être faits là au deuxième semestre. Voilà, donc nous, services, en tout cas, on va faire des propositions dans ce sens-là. Après, à voir. Bon, maintenant, on attendait un petit peu, effectivement, des annonces de la part du ministère. Donc, quand l'appel à projet va sortir définitivement, on va regarder un peu ça, peut-être se positionner sur le 0-100. Bon, tout ça, c'est des propositions qui vont être faites. Voilà, bon, on verra. Merci beaucoup, Gauthier Perrin. Merci. On enchaîne avec Édouard Serreuil. Vous êtes responsable service énergie de Morbihan Énergie. Alors, vous avez développé une expérimentation en autoconsommation à petite échelle avec une gouvernance simple. C'était voulu. Ça s'appelle CarGrid et vous avez été récompensé par un Smart Award. Je vous laisse présenter ce projet. Merci. Bonjour à tous. Donc peut-être juste un mot avant de commencer de parler du projet, peut-être ce que c'est qu'un syndicat. Aujourd'hui, en fait, au niveau de Morbihan Énergie, on est un syndicat départemental. En fait, l'ensemble des communes du département adhèrent à notre structure pour la compétence principale qui est l'électrification. Ce qui fait que sur le département, on est propriétaire de l'ensemble des réseaux basse et moyenne tension et on a un contrat de concession avec RDF pour l'exploitation de ces réseaux-là. Mais aussi et surtout, dans le cadre de ce contrat de concession, on réalise à peu près chaque année 40 millions d'euros de travaux sur les réseaux électriques. Ce qui fait que dans le cadre de nos interventions et de le lancement de ce projet-là, on avait une sensibilité forte sur la notion des bâtiments raccordés au réseau. En fait, on a eu l'opportunité, dans le cadre de la construction de notre siège, de pouvoir lancer une expérimentation. Donc, on est parti sur le principe bien évidemment, d'avoir un bâtiment performant, un bâtiment exemplaire. Donc, on est parti sur une labellisation Passive House. Mais après, au-delà de cette partie exemplarité au niveau de la performance du bâtiment, on s'est dit, donc là, ça c'était bien en 2009. Donc aujourd'hui, maintenant, les smart grids, ça paraît une évidence, mais en 2009, ce n'était pas forcément le cas. On va mettre de la production qui va couvrir les besoins du bâtiment, les besoins en consommation du bâtiment sur une année. C'était la définition qu'on pouvait voir à l'époque sur la partie BEPOS. Mais au-delà de ça, par rapport à la compétence électricité que je vous présentais tout à l'heure, on s'est dit ce qui est intéressant, c'est pas d'aller chercher le tarif de rachat aujourd'hui, c'est de réfléchir à demain ce que pourront être les bâtiments producteurs raccordés au réseau et quels services ils pourront leur apporter. Chaque année, on fait sur ces 40 millions d'euros de travaux, 10 millions pour les renforcements. Et donc on s'est dit, cette gestion locale de l'électricité produite peut aussi avoir un intérêt non négligeable dans le cadre de l'aménagement des réseaux demain. C'est pourquoi on s'est lancé dans cette expérimentation avec de la production, de la consommation, un élément de stockage, mais surtout avec une vision de gestion locale de l'électricité, de gestion de manière dynamique, pour arriver à des services pour le réseau. Donc si je vais présenter un petit schéma qui va être un peu plus parlant avec quelques chiffres. Donc vous avez vu juste avant le bâtiment, on est sur un bâtiment de 3300 m². On a de la production, on a 125 kW de crête, 2 micro-éoliennes, qui sont plus là pour l'intérêt du mix énergétique, du mix de production. Le bâtiment, donc la partie TGBT qu'on voit sur la partie droite, et un élément de stockage avec lequel je peux échanger qui me permet de faire de la flexibilité. Et donc au centre de tout ça, ce qu'on a appelé le Power Management System, qui permet de discuter avec l'ensemble des éléments et de faire fonctionner les flux d'électricité en fonction de l'ordre et le mode de fonctionnement que je leur ai défini. Donc au lancement de l'expérimentation, on avait paramétré, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que on a été mis en place cette expérimentation avec un partenaire qui est Schneider Electric, qui finalement a cru au projet déjà dès le début en 2010 et qui a poursuivi le travail avec nous encore aujourd'hui. Donc ce que je disais, c'est que différents modes de fonctionnement ont été mis en place dans le cadre de cette expérimentation. On avait des modes de fonctionnement effacement, des modes de fonctionnement autoconsommation, mais aussi des modes de fonctionnement recharge de la batterie ou décharge de la batterie. En fait, on ne s'exclut pas de mettre de l'électricité du réseau dans la batterie. En fait, ce qui est important, c'est finalement les services que je vais rendre vis-à-vis du réseau.
pour aller plus loin que de l'autoconsommation de manière basique. Et la dernière évolution au niveau du projet, c'est le raccordement de ce bâtiment, de ce système, à un agrégateur, à une plateforme distante, qui permet, grâce à la remontée des données, de pouvoir piloter le bâtiment. Et en fait, d'aller beaucoup plus loin que des éléments statiques, avec une connexion à des stations météo et un historique des données sur le fonctionnement du bâtiment, le système est capable de prédire la production du bâtiment, de prédire la consommation du bâtiment, et donc du coup de positionner les flux d'électricité dans la meilleure des situations. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant demain, parce que au-delà de ce pilotage au plus fin, on rentre sur des systèmes qui sont beaucoup plus légers. On a juste un système d'échange de données avec une plateforme. Toute l'intelligence est déportée. Et donc on peut bénéficier ainsi d'une force de calcul qui est mutualisée entre tous les acteurs. Et donc du coup, ce qu'on regarde, c'est pouvoir diffuser, mettre en place ce type de communication, connexion et agrégation de bâtiments flexibles à une échelle beaucoup plus grande, pas simplement sur un bâtiment. Parce que on est conscient qu'un bâtiment qui produit 100 kW, qui a 50 kWh de stockage, vis-à-vis des échanges avec le réseau, c'est pas ça qui va changer son fonctionnement. Mais par contre, si on est capable de mettre en place une centaine, un millier de bâtiments de ce type-là qui sont capables d'amener ces services-là, là, ça a du sens pour la partie fonctionnement et régulation au niveau du réseau. L'idée, c'était de pouvoir le dupliquer. Tout à fait. En fait, là, on était vraiment au départ dans un mode très pilote, expérimentation. Et aujourd'hui, on est à une étape un peu charnière. On continue à faire développer la solution, le produit vers d'autres services, d'autres fonctionnalités. Mais aussi, par rapport à ce qui a fonctionné, on regarde de quelle manière ça peut être synthétisé pour pouvoir être diffus et dupliqué sur des bâtiments. C'est un des intérêts aussi en tant que syndicat qui regroupe différentes collectivités au niveau du département, de pouvoir leur faire bénéficier de cette expérience et de mettre en place à l'échelle d'un territoire ces solutions-là et de les dupliquer. Le gestionnaire de réseau a joué le jeu ? Il y en a beaucoup été question. Oui, depuis le début, ils sont partenaires sur le projet. On a d'ailleurs dû, par rapport à ces notions que vous connaissez de responsable d'équilibre, dû conventionner avec eux pour pouvoir travailler sur la réinjection des surplus sur le réseau. Et aujourd'hui, on continue à travailler sur deux aspects avec eux, sur notamment la partie demande de raccordement, parce que c'est vrai ça a été évoqué rapidement ce matin, mais le raccordement d'un bâtiment qui produit, qui en plus autoconsomme, c'est extrêmement important de mettre en place une discussion avec le gestionnaire de réseau, et surtout que le gestionnaire de réseau soit capable de mettre à disposition les informations pour que le raccordement se fasse à la puissance, on va dire, optimale. Je m'explique peut-être en deux mots, je donne des chiffres là sur le bâtiment pour illustrer ce que je dis. Typiquement, on a là un bâtiment où on a 125 kW crête d'installés. On aurait raccordé ces 125 kW crête sur le réseau en faisant une demande classique. Ça nous aurait coûté à peu près 50 000 € parce qu'il fallait faire un raccordement direct, il fallait changer le poste au niveau du lotissement. Du coup, on a posé la question dans l'autre sens, jusqu'à combien on pouvait réinjecter sur le réseau sans que ça modifie la structure du réseau. Là, on nous a répondu jusqu'à 109 kVA, on peut utiliser le réseau dans sa situation actuelle. 109 kVA par rapport à la production et l'autoconsommation, ça ne nous pose pas de problème, et ça nous a permis de nous raccorder au réseau pour 1 500 €, la pose du compteur. Donc déjà, c'est un gain financier non négligeable pour une perte de production qui est nulle. Et après un an, 2 ans d'expérience, on se rend compte qu'on n'a jamais dépassé les 75 kVA. Parce qu'avec l'autoconsommation, parce qu'on sait très bien qu'on n'est jamais à la puissance crête. Et donc là, on se rend compte que vis-à-vis des demandes de raccordement, vis-à-vis du réseau et des investissements pour le réseau, il y a une marge de progression qui est extrêmement importante, parce que si jamais on avait demandé 75, réservé plutôt 75, ça faisait 34 kW qui étaient disponibles pour le voisin à ISO réseau. Et donc là, ça permet de mettre d'autant plus de production sans investir en plus sur le réseau.
Et donc là, il y a un gain, il y a des solutions à trouver pour, je pense, dans l'échange d'informations, la mise à disposition des niveaux de puissance entre la partie gestionnaire et les demandeurs, qui vont permettre de développer plus facilement des installations à moindre coût. Peut-être sur la suite, on ne s'arrête pas là. Au niveau du projet, on continue à réfléchir, à essayer d'imaginer ce que pourront être les bâtiments de demain. On intègre la composante véhicule électrique, donc à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la gestion de la charge. On n'est pas forcément obligé de donner la puissance au véhicule quand on vient le raccorder sur le bâtiment. On peut peut-être attendre que la courbe de charge du bâtiment soit plus faible pour se mettre à recharger le véhicule, tout en s'assurant qu'il soit plein le lendemain matin. Donc ça, c'est tout un certain nombre d'algorithmes à mettre en place. Et puis une interface avec l'usager. Et le deuxième aspect, c'est la décharge du véhicule électrique, qui finalement, d'un point de vue technique, ne pose pas énormément de problèmes, mais peut permettre ainsi d'amener des solutions de stockage de manière diffuse assez rapidement et d'augmenter la valeur du véhicule électrique pour tout un chacun. L'autre aspect, c'est l'aspect microgrid. On a la chance sur le projet d'avoir un bâtiment tertiaire qui se situe dans un complexe avec une association sportive et un lotissement d'habitation. Et donc on comprend assez facilement une certaine mixité urbaine qui peut aussi s'entendre comme une mixité énergétique. Ce qui fait que derrière, grâce à ce foisonnement, on peut optimiser que ce soit le dimensionnement des réseaux, mais aussi son fonctionnement. Donc là, il y a un travail qui est mené aussi sur cet aspect-là avec les habitants du quartier et avec ERDF pour étudier toute cette partie-là. Et un dernier point, c'est le vecteur hydrogène qu'on regarde de près aussi parce que ça peut être une solution de stockage complémentaire et permettre de faire la transition vers la mobilité hydrogène. Merci beaucoup. Peut-être juste me permettre 2 mots de conclusion. Moi, le message que je souhaite passer, c'est que au-delà de la partie autoconsommation pure, ce qui nous semble avoir une vraie valeur demain, c'est la partie flexibilité. C'est les échanges, l'interconnexion avec le réseau. En fait, de ne pas avoir des bâtiments qui tendent vers de l'autarcie. L'autonomie, c'est très bien, mais l'autonomie connectée, ce qui permet de pouvoir apporter du service collectif. Et l'autre aspect, je pense que demain, on va avoir une notion qui va être beaucoup plus prépondérante qu'est-ce qu'elle l'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, et demain, on parlera beaucoup plus de puissance. Et c'est cette valeur-là qui va être la prépondérante demain. Parfait. Merci beaucoup, Édouard Serreuil. Merci. On reste en Bretagne. Olivier Dehaze, vice-président énergie de Rennes Métropole. Donc vous allez nous présenter RenGrid, un projet de production photovoltaïque au moyen d'une centrale au sol, couplée à une consommation locale partagée par des différents acteurs. Alors ce ne sera pas que RenGrid, donc il y avait quelques diapos, si vous voulez bien envoyer la première. Mais entre autres. Et puis on va rester sur toute la fin de la table ronde, on va rester en Bretagne, puisque vous aurez Brest après. Brest Métropole. Je pense que ça démontre bien que la Bretagne est une région en pointe sur la transition énergétique. Donc on fait un peu d'autopromo chez les Bretons. Comme ce n'est pas la région qui est venue, on en profite et on montre notre caractère collectif pour l'autopromotion, parce que je suis sûr que mes collègues ils sont d'accord sur le côté qu'on est bien en pointe sur la transition énergétique. Il y a des raisons à ça. Et il y a des raisons à ça, et en particulier quand on parlait des questions de réseau électrique, la Bretagne est une péninsule sur laquelle le réseau électrique connaît parfois quelques difficultés. Bien sûr. Et c'est la raison qui a poussé les régions Bretagne et Pays de la Loire à s'associer dans un joli projet sur Nouvelle-France Industrielle Réseau électrique intelligent, un projet qui s'appelle SMILE. Et dont nous avions un comité de pilotage ce matin. Absolument. Donc le projet est en train de démarrer, c'est un beau projet. Et le projet RenGrid dont je vais vous parler est un des sous-projets de ce projet SMILE. Et c'est vraiment l'enjeu de limiter le recours au réseau tout en gardant une qualité de confort d'utilisation de l'électricité. Et donc d'essayer de limiter les investissements réseau tout en gardant l'acheminement de l'électricité nécessaire à l'ensemble des habitants. On y viendra après. Donc, la commande, c'était un peu quels sont les rôles possibles des collectivités territoriales. Et on va donner un peu de l'exemple de Rennes Métropole. Première diapo, c'est juste un peu un portrait de notre métropole. Donc Rennes Métropole, c'est 420 000 habitants, 43 communes. Donc un EPCI de taille relativement importante. Un territoire dynamique en France,
Dynamique dans le sens de dynamique démographique, c'est à peu près un peu plus d'1% d'habitants supplémentaires chaque année, et c'est des emplois et de l'installation d'entreprises sur le territoire. C'est ça qui fait notre dynamisme. Et en même temps, Rennes Métropole, c'est une ville archipel, c'est-à-dire que c'est un cœur de métropole dense et puis des communes périurbaines avec une grande place laissée à l'environnement et à la nature, avec des ceintures vertes autour de nos villes principales. Donc c'est un territoire particulier. Je dis ça parce que quand on s'intéresse aux questions d'énergie, il faut toujours s'intéresser à la question des particularités du territoire. Ça va toucher au mix énergétique, ça va toucher à qu'est-ce qu'on peut faire sur ce territoire-là pour aller vers à la fois de l'autonomie en termes d'énergie, mais aussi de la solidarité entre les habitants et les différentes parties du territoire. Et donc c'est important d'avoir cette notion de territoire derrière la notion de mix énergétique et d'énergie. Quelques chiffres qui datent de 2014. Sur l'ensemble du territoire de la métropole, c'était 1200 installations photovoltaïques, 12 200 kW installés, 13 gigawattheures de production photovoltaïque par an. C'est bien entendu pas que de l'autoconsommation, ça c'est l'ensemble du photovoltaïque installé. Donc vous voyez qu'en Bretagne on a du soleil et on arrive à faire de l'électricité avec le soleil. On a aussi du vent, donc on a aussi pas mal d'éolien. Pas trop sur le territoire de la métropole, parce que quand vous êtes sur un territoire avec beaucoup d'habitants, vous n'avez pas beaucoup de facilité à mettre des éoliennes. Mais on ne désespère pas. Sur ces 1200 installations, il y en a 34 qui appartiennent soit à des communes, soit à la métropole, pour environ 500 kW installés. Donc j'en ai moi-même dans ma commune sur une salle polyvalente et sur notre salle de sport par exemple. Voilà, donc je vous parle de ma commune. Donc quand j'ai commencé à m'engager dans la vie d'élu local en 2008, pour les élections de 2008, le maire qui était en place à l'époque, mon prédécesseur, m'a dit: une collectivité, ça intervient de plusieurs manières. C'est d'abord agir, c'est-à-dire faire en son nom, être maître d'ouvrage. C'est planifier et inciter, prévoir et inciter. Donc on a un certain nombre de documents de planification, de documents qui construisent l'avenir et qui vont permettre d'inciter ou d'obliger les habitants, les entreprises à faire un certain nombre de choses. Et puis après, c'est participer à des projets, participer sous la forme de subventions à la vie des habitants, du territoire, des entreprises. Donc c'est un peu ces différentes notions-là que je vais essayer d'illustrer à chaque fois en se ramenant à des projets de photovoltaïque et avec de l'autoconsommation ou quelque chose qui ressemble à de l'autoconsommation, puisque Rennes Grid, on n'est pas tout à fait autoconsommation, mais c'est pas grave. Premier point, c'est faire en son nom la collectivité maître d'ouvrage. Donc on a un projet actuellement qui est porté par la ville de Rennes. Alors il y en a un qui existe déjà, c'est la Cité internationale de Rennes, qui est avec 15 kW de photovoltaïque en autoconsommation. Le bâtiment a été livré en fin d'année 2015, donc je n'ai pas encore de chiffres sur les taux d'autoconsommation et combien ça couvre par rapport aux besoins. Donc la Cité internationale de Rennes, c'est à la fois du tertiaire de bureaux qui abrite des bureaux de l'Université Bretagne-Loire, le nouvel ensemble issu de la loi Fioreso, et puis des logements pour des chercheurs invités, des étudiants étrangers qui viennent passer quelques mois à Rennes. Donc on a une mixité d'usages, puisqu'on a à la fois du tertiaire qui est plutôt utilisé en journée et des logements qui sont plutôt occupés le soir. Donc on a dessus du photovoltaïque avec une autoconsommation. La collectivité maître d'ouvrage, c'est aussi la ville de Lorient qui a développé depuis quelques années de l'autoconsommation sur 4 écoles et sur la mairie, avec un total de 105 kW installés mi-2016. Cet exemple a donné envie à la ville de Rennes d'équiper un de ses principaux bâtiments de tertiaire de bureaux, rue du Pont des Loges, pour mettre de l'autoconsommation, du photovoltaïque en autoconsommation. Et donc le projet est prévu pour
2017 plutôt, puisque donc vous avez, c'est le cercle rouge sur la diapo qui montre le bâtiment dont les toitures vont être entièrement couvertes de photovoltaïque. Après ce point sur la collectivité maître d'ouvrage, il y a la collectivité planificatrice et aménageuse. Comment on incite, dans nos projets d'aménagement, on incite ou on oblige, et comment on fait en sorte que le photovoltaïque se développe, et en particulier en autoconsommation. Donc ça peut passer par des documents de planification et d'urbanisme. On en a beaucoup dans les collectivités, et en particulier dans les EPCI. Les plans locaux d'urbanisme qui progressivement deviennent intercommunaux, les programmes locaux de l'habitat, et puis on développe tous un certain nombre d'opérations d'aménagement, quel que soit le mode, ce soit des actes, des lotissements, peu importe. On peut avoir dans l'ensemble de ces opérations des outils qui permettent d'inciter à la maîtrise de l'énergie et au développement des énergies renouvelables. Dans les PLU, ça s'appelle des orientations d'aménagement. Dans le PLH de Rennes Métropole, par exemple, on a une obligation pour obtenir les aides à la pierre, puisqu'on est délégataire de l'aide à la pierre, une obligation d'avoir un îlot en passif dans toute nouvelle opération d'aménagement en anticipation de la RT 2020. On a eu dans le PLH de 2005 à 2015 une obligation d'une certification qui portait aussi sur les questions d'énergie pour avoir les aides à la pierre. Donc on peut inciter, obliger les opérateurs à se préoccuper de cette question d'énergie, et bien sûr dans le sens de la transition énergétique, c'est pas d'aller mettre du fioul partout ou du gaz partout. L'autre point sur lequel Rennes Métropole est actuellement engagé, c'est sur de nombreuses opérations d'aménagement. On a une ville dynamique, en particulier la ZAC qui s'appelle Euro-Rennes, qui est autour de la gare de Rennes, puisque nous aurons une nouvelle ligne TGV qui ouvre en 2017, puisque pour l'instant ça va jusqu'au Mans et après c'est plus vraiment TGV. Donc, mais à partir de 2017, on aura la grande vitesse. Ça fait un peu pleurer les Brestois, puisqu'ils auraient bien aimé que ça aille jusqu'au bout, mais ça viendra sans doute un jour. Donc dans le cadre de ces travaux autour de la gare de Rennes, on a une grande opération de renouvellement urbain d'un certain nombre d'immeubles, et il y a un projet avec tout près des voies ferrées, un nouveau bâtiment avec un mur anti-bruit qui serait en photovoltaïque, et avec l'idée de le mettre en autoconsommation pour les bâtiments. Ces bâtiments auront une mixité fonctionnelle entre logement et tertiaire, activité, et l'idée c'est, comme il y aura le bâtiment en bord de voie avec ce mur anti-bruit équipé de photovoltaïque, et d'autres bâtiments derrière qui auront la même mixité logement, tertiaire de bureaux. Donc l'idée c'est d'avoir un mini smart grid sur 7 ensembles urbains, 7 ensembles d'immeubles, et qui soit alimenté en photovoltaïque, en autoconsommation avec ce smart grid pour adapter la production à la consommation. L'étude a été lancée cette année. J'ai plus le nom de l'architecte, mais je pourrais vous le retrouver si vous avez besoin. Quelle puissance ce mur anti-bruit l'étude commence, donc c'est pas encore dimensionné. Mais ça pourrait rentrer dans le cadre de l'appel à projet, de l'appel d'offres autoconsommation, pourquoi pas? Ça pourrait sans doute rentrer dans ce cadre-là. Alors il faut regarder les éléments de cet appel d'offres, et puis l'étude lancée en 2016, ça veut dire que c'est un bâtiment livré en 2019-2020. D'accord, donc on n'est pas, on est à moyen terme, mais on est quand même avec une vision autour de ces opérations d'aménagement, une vision qui impose des exigences énergétiques, des taux de couverture en énergie renouvelable. Nos ZAC en cœur de ville, lorsqu'on a un réseau de chaleur en énergie renouvelable, imposent tout le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau de chaleur. C'est assez innovateur. On en vient à Rennes Grid peut-être, parce que le temps. Et on en vient à Rennes Grid. Donc créer les conditions favorables au développement de photovoltaïque et de l'autoconsommation à travers nos documents de planification. Rennes Grid, c'est un projet partenarial, donc c'est la collectivité comme partenaire de projet privé. C'est un projet qui a d'abord été impulsé par Schneider Electric
en lien avec différents partenaires, la ville de Bru, qui est une des communes de la métropole, le cluster Éco-Origine, qui s'occupe d'éco-activité, ERDF, notre gestionnaire de réseau, et évidemment la métropole. RenGrid, la base, c'est une production photovoltaïque locale partagée, une production qui se fera à la fois avec une centrale au sol, un terrain mis à disposition par la métropole, et puis une partie de photovoltaïque en ombrière ou en toiture. On a la chance d'avoir un quartier qui s'appelle le quartier de Kerlan sur la ville de Bru, qui a une mixité fonctionnelle, puisque c'est à la fois un campus universitaire, un quartier où on a un peu de tertiaire de bureaux, avec des bureaux des enseignants, de la recherche, et puis à proximité des habitations. Donc l'idée, c'est d'avoir une production photovoltaïque et de la partager entre différents clients dans le quartier, le tout assorti d'un petit smart grid pour adapter production et consommation. Je crois que les objectifs, c'est d'avoir une production photovoltaïque qui soit autour de 20% de la consommation. Il y a l'idée dans un second temps de faire du stockage si la production est plus forte, mais ça viendra dans un deuxième temps. Et puis on est en train d'expérimenter aussi, puisque quelqu'un parlait tout à l'heure du lien avec le gestionnaire de réseau et de comment on gère ce lien entre des projets, des mini-grids ou des petits smart grids avec le réseau. C'est une question qu'on est en train de traiter, et c'était tout l'intérêt d'avoir autour de la table et dans un même projet une collectivité, enfin deux avec la ville, et puis le gestionnaire de réseau et un partenaire industriel qui porte le projet, de manière à pouvoir discuter et expérimenter un certain nombre de solutions un peu innovantes et novatrices. Voilà pour ce qui est de RenGrid. Donc vous le voyez, une métropole ou un EPCI comme nous peut avoir beaucoup de moyens d'agir, et on n'oublie pas du tout la production d'électricité en photovoltaïque et en particulier en autoconsommation. J'ai oublié de dire, RenGrid, c'est un des sous-projets de SMILE, donc le projet sur les réseaux électriques intelligents de la Bretagne et des Pays de la Loire. De SMILE. Absolument. Voilà, mais c'est important parce que c'est un projet... Acte fondateur ce matin. Hein. Oui, enfin presque. Donc avec la création de la gouvernance des structures. Donc ce matin, j'ai dû les abandonner en route, mais c'est pas grave. Et merci à vous d'être venu. Merci beaucoup Olivier Dehaze. Merci. Et on note la présence du partenaire industriel Schneider Electric dans les deux projets qu'on vient d'évoquer. Schneider Electric qui sont présents par le biais de Thierry Jaël à la prochaine table ronde. Voilà. Sylvie Mingan, directrice énergie de Brest Métropole. Écoutez, avant de parler je vais vous taquiner un petit peu, avant de parler d'autoconsommation, je vais vous parler de votre cadastre solaire. Voilà, oui. Solaire de Brest, vous avez lancé ça, c'est l'actualité, donc on va en parler. Ouais, vous avez lancé ce cadastre solaire il y a quelques jours, c'est ça? C'est quoi la finalité en fait? Il y a une quinzaine de jours. Alors j'avais prévu d'en parler à la fin. Ah bah écoutez, parlons-en au début. Parlons-en au début. Allez-y, à la limite sur votre slide. Vous pouvez faire marche arrière après. Mais c'est l'actualité, donc parlons-en. Donc effectivement, dans les actions de la collectivité, il y a agir, comme on l'a dit avant, mais aussi inciter. Et donc il y a 15 jours, on a sorti effectivement notre cadastre solaire. Donc c'était le cadastre solaire de Paris qui nous avait donné envie, hein, on ne se refuse rien. Bon alors sauf que nous, on l'a réalisé en interne avec notre service d'information géographique. Et puis l'assistance d'un bureau d'études pour toutes les bases de données, PVGIS, etc. Enfin des choses qui sont quand même assez abordables, puisqu'il y a eu plein de programmes européens là-dessus. Et donc il a été réalisé. Alors le rendu, c'est quelque chose d'assez simple et pédagogique, volontairement. C'est pour que les gens ils aient des appréciations déjà, la toiture qui n'est pas favorable, là où c'est moyen et là où c'est bon. Donc après, soit vous rentrez l'adresse, soit vous cliquez sur votre maison. Et donc le niveau d'information, c'est le suivant, c'est-à-dire la surface brute, l'inclinaison, l'orientation de la toiture et une évaluation en smiley. En termes de photovoltaïque et de thermique, parce que l'idée aussi c'est de remettre un peu, de revaloriser le solaire thermique qui a été complètement oublié ces dernières années, parce que le photovoltaïque a peut-être subi des aléas,
Mais le thermique, en Bretagne, c'est la bérésina. Hein. Donc, c'est de l'autoconsommation aussi. Donc et c'est de l'autoconsommation directe. C'est aussi des économies d'énergie qui sont d'abord la première priorité quand on intervient sur les politiques de l'habitat. Donc c'était ça l'idée. Et donc après, en fait, on veut inciter les gens à aller plus loin et en fait en les orientant vers Synergie, qui est notre plateforme locale de rénovation de l'habitat, donc qui existe déjà depuis 2012. Et donc on a des conseillers derrière qui, eux, disposent d'un accès technique, évidemment, avec des données beaucoup plus approfondies, notamment l'irradiation par mètre carré, qui va leur permettre de faire des simulations particulières. Alors l'irradiation mètre carré, elle a été calculée notamment avec beaucoup de calculs d'ombrage, donc puisqu'on dispose de bases de données très importantes, donc notamment des arbres, parce que c'est assez rare d'avoir ça, et donc ça permet d'avoir une première évaluation pour le particulier, qui après évidemment est aiguillé vers des professionnels, donc RGE, Calisol, CaliPV. Donc voilà, l'idée c'est d'inciter, mais pas n'importe comment, parce qu'il y a eu aussi des abus, effectivement, je ne connaissais pas le terme ce matin des... Éco-délinquants ? Voilà, c'est ça, éco-délinquants. Et du coup aussi, dans notre cadastre, si vous avez fait un tour, vous verrez qu'on s'est associé aussi à UFC Que Choisir Brest, donc pour justement donner des conseils juridiques et administratifs aussi aux gens. Donc c'est d'abord, on les oriente sur Synergie, UFC Que Choisir, et si vraiment ils veulent faire tout seuls, là c'est l'idée du En Savoir Plus, je vous conseillerais d'aller le voir, on leur donne tout ce qu'il faut qu'ils aient. C'est-à-dire on leur dit, faites 3 devis, ayez des entreprises référencées, demandez-leur l'attestation d'assurance. Donc vraiment, on veut vraiment cadrer les choses pour que ce soit vraiment sécurisé. Et on a mis une aide spécifique pour le solaire thermique de 500 € pour accompagner des projets. Tu rappelles, c'est 160 litiges, je crois, en région brestoise. Ouais, dans le grand pays de Brest, effectivement. Que Cali TNR vienne vous voir aussi, parce qu'il y a des choses à piocher dans ce que vous avez fait. C'est très bien. Voilà. On revient à votre projet autoconso, voilà, une petite marche arrière. Et puis on revient, donc c'est votre projet des Capucins, c'est ça ? Ouais, donc en fait... Les ateliers des Capucins. Juste pour vous situer, effectivement, Brest, nous on est territoire énergie positive pour la croissance verte. On est autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Et on est surtout un territoire donc, avec une grande façade maritime qui est beaucoup occupée par la base navale de Brest. Mais depuis quelques années, donc, elle libère des emprises foncières donc, qui sont rétrocédées à la collectivité. Et ça peut représenter des opportunités majeures pour agrandir le centre-ville où on se réapproprierait notre façade maritime, on va dire. C'est ce qui s'est passé avec les Capucins, donc avec la réhabilitation des ateliers de l'Arsenal de Brest, donc des ateliers qui datent de 1880. Donc vous voyez que la réhabilitation de cet ouvrage, donc on garde que les murs en fait. Toutes les menuiseries sont remplacées et évidemment les toitures. Donc quand on voit des belles toitures comme ça, orientées sud-ouest et sud-est, eh bien tout de suite, nous, on pense photovoltaïque. Alors c'est pas gagné d'avance parce qu'il faut d'abord convaincre l'architecte des bâtiments de France. Après, il faut aussi au niveau politique avoir un appui solide parce que forcément c'est quelque chose en plus, donc qui coûte de l'argent en plus. Et ça, donc du coup, les gestionnaires du projet ils disent c'est en plus, c'est pas intégré d'avance. Donc là, il faut avoir cet avis politique. Et donc après, ça se fait, c'est-à-dire qu'on se dit bon alors on y va, mais alors on fait comment Parce que les ateliers, en fait, c'est plusieurs programmes qui vont être créés à l'intérieur. Donc il y a une médiathèque, il y aura un cinéma, il y a la gare du téléphérique pour faire une liaison avec l'autre rive au bord de la Pinfeld. Et il y a ce qu'on appelle les espaces publics de déambulation, justement, qui donnent accès à tous ces programmes. Et au plateau où il y aura des logements, une rue commerçante aussi intérieure. Donc comment on intègre des installations photovoltaïques ? Donc on se dit, classique, on vend sur le réseau. Sauf que là, il faut toper le tarif, et après on a 18 mois pour mettre en service. Sinon, après on perd un mois de retard, c'est 3 mois de recettes en moins. Bon, donc du coup, sur la médiathèque, on s'est dit, on est assez sûr du planning, on y va. Par contre, sur les espaces publics, on ne voyait pas bien avec ce calendrier ce qu'on pouvait faire. Et donc, dans ce cadre-là, l'ADEME, dans le même calendrier, en fait, l'ADEME Bretagne sortait un appel à projet, donc utilisation dynamique des énergies dans le bâtiment, qui visait à l'autoconsommation, mais pas seulement à l'autoconsommation, il mettait un critère soit de réseau intelligent, avec une autre utilisation par un autre type d'usage, ou soit du stockage. Donc ça, c'était imposé par le cahier des charges. Alors que nous, on aurait pu faire tout en autoconsommation, ça nous aurait bien arrangé. Mais enfin, bon, comme ça, on est obligé de se poser des questions.
Donc on a fait une étude avec System of Grid et Alto qui sont là aujourd'hui et que je remercie. Et donc du coup, donc le principe qui a été retenu, c'est un petit schéma un peu communicant. Donc vous avez en bleu la partie médiathèque, donc qui est classique, revendue sur le réseau. Donc la partie jaune au milieu, donc c'est la partie sur les espaces publics. Donc l'idée, c'est l'autoconsommation sur programme à hauteur de 90%. Et le surplus, donc de 10%, va être injecté sur le cinéma voisin par un réseau interne privé. Donc ça, c'est le principe de base. Alors ce qui se passe, c'est que c'est jamais simple en termes de travaux et d'aménagement. Et donc il y a eu la crise économique. Donc le cinéma s'est désengagé à un moment donné. Donc ça a pris 2 ans de retard. Donc en fait, là, on est en cours de travaux et il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de consommateur à côté pendant 2 ans. Donc il va falloir gérer ce dispositif temporaire, puisque donc techniquement, donc, ce qui est prévu en architecture de principe, puisque l'installation donc photovoltaïque était réalisée par CGLEC, EDF, ENR et Réseau Intelligent par Schneider Electric. Donc du coup sur le réseau, le pilotage, donc on a 2 onduleurs qui sont vraiment pour les besoins spécifiques du bâtiment espace public, que vous voyez plutôt à gauche. Et on a les 3 autres onduleurs qui sont reliés à des contacteurs inverseurs qui peuvent faire la bascule, le dispatchage justement entre soit le bâtiment espace public, soit le bâtiment cinéma quand il existera. Donc comme il n'existe pas, c'est posé la question, est-ce qu'on réinjecte sur le réseau public, donc avec toutes les contraintes qu'on nous a données, le compteur, le responsable d'équilibre, mais ça c'était seulement pour 2 ans pour nous. Et puis quelque part, si on réinjectait directement sur un réseau de RDF, on ne faisait pas fonctionner le principe du réseau intelligent qui était justement de piloter, quoi. Donc on s'est dit on ne fait pas ça. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant 2 ans, en fait, sur les contacteurs inverseurs, ça va délester en fait 1 ou 2 ou 3 onduleurs si jamais on n'a vraiment pas assez de consommation sur le bâtiment espace public. Il y aura un petit peu de surplus, non ? Et voilà, et c'est là où il y a toujours, en fait, entre l'ordre qui est donné au contacteur inverseur et puis le temps de réponse, il y a quand même quasiment 10 secondes. Donc, comme on a dit ce matin, l'énergie, elle va bien aller quelque part, donc sur le réseau public. Donc, du coup, c'est des discussions aussi avec ERDF, qui sont... on a une démarche très partenariale depuis de longues années avec eux sur le territoire. Donc, en général, on discute assez bien. Donc, là, c'est le cas aussi. Ils nous disent, techniquement, c'est pas le problème. Enfin, ça va être pouillème, ce qui va être envoyé de temps en temps sur le réseau. Mais du coup, formellement, pour le formaliser un peu, il y a le fameux formulaire à remplir, avec tout ce qu'il faut avec. Et puis là, on a l'impression que tout le monde ne parle pas le même langage, quoi. Donc on se retrouve avec l'entreprise, avec RDF, nous en milieu, à essayer de mettre du lien, mais on voit bien que... C'est pour les fameuses 10 secondes là, de déconnexion. Là. Ouais, c'est ça, 10 secondes de temps en temps. Peut-être ça va être 100 watts d'envoyer. Mais sur la formalisation vraiment administrative, c'est un peu compliqué. Mais bon, donc techniquement, on sait que c'est possible. C'est déjà ça. Bon, c'est bien. Bonne info. Donc voilà, donc en fait l'idée de ce truc-là aussi, c'est d'avoir une valorisation aussi auprès du public en termes pédagogiques. Donc c'est un peu l'idée de l'écran d'accueil qui est tout en haut, là, ce qu'on a appelé plateforme multi-énergie et l'écran. Donc c'est intégré dans un projet plus large de Brest Smart Grid, donc une plateforme de collecte des consommations d'énergie, et aussi pour montrer en fait au public justement les taux d'autoconsommation ou le taux de couverture d'énergie renouvelable de l'ensemble des Capucins, donc qui est aussi desservi par un réseau de chaleur vertueux. Donc voilà, c'est dans cet ensemble-là que ça s'intègre. Et puis plus largement, ça nous permet de faire un peu d'apprentissage sur tous ces sujets-là, parce que étant situé, comme vous le savez, au nord de la Loire, par exemple, tous les appels à projets, donc comme il n'y a pas de coefficient de régionalisation, on a du mal à sortir des projets. Donc je pense que ça explique aussi peut-être pourquoi ce matin on disait que finalement c'est ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de soleil qui se posent la question de l'autoconsommation. C'est peut-être lié à ça. Voilà. Donc du coup on a d'autres idées dans la tête et puis voilà. Moins de soleil mais peut-être plus d'idées. C'est un sudiste qui vous dit ça. Donc, Merci beaucoup en tout cas mesdames, messieurs pour tous ces retours d'expérience.
Et vous apportez la preuve que la transition énergétique, elle commencera et elle commence par les territoires en tout cas. Merci beaucoup. Des questions ? Oui. Bonjour, Julien Moreau de Sunshare à nouveau. Une question sur le tiers financement. En fait, aujourd'hui, une banque a du mal un peu à financer les projets en autoconsommation parce que ça ne rapporte rien, ça nous fait faire des économies. Et ça ne rapporte pas grand-chose à la banque du coup. Et ils vont être un peu frileux sur le sujet. Je voulais avoir la position des collectivités qui sont autour de la table. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des solutions où vous garantissez des prêts ou des choses un peu originales qui se mettent en place pour aider les projets à sortir? Merci. Allez-y. Qui prend la parole ? Rapidement, nous on a une agence régionale des travaux d'économie d'énergie où on met en place un tiers financement indirect, c'est-à-dire qu'il y a une caisse qui est mise en place par la région et abondée par un certain nombre de partenaires privés où on travaille à ce tiers financement. Mais on voudrait mettre en place un tiers financement direct et là on est complètement bloqué, d'où la nécessité de discuter à nouveau avec le ministère. Et j'étais hier à l'Association des régions de France où je pilote un groupe de travail sur la transition énergétique. Nous allons faire un courrier au gouvernement, parce que ça ne concerne pas que le ministère de l'écologie, pour justement essayer de trouver les moyens de lever ces freins au niveau des partenaires bancaires. Donc mettre autour de la table à la fois les régions, à la fois le gouvernement et puis un certain nombre de partenaires bancaires. Merci. Gauthier Perrin. Oui, donc sur la question de la garantie des prêts bancaires, avant 2010, on nous avait demandé de regarder ça, et en fait ça n'avait pas été, c'était beaucoup trop compliqué, notamment pour la question du photovoltaïque. Pardon ? Ouais, d'être que la région soit caution bancaire. Juridiquement, ça posait beaucoup de problèmes. Et sur la question du tiers financement, donc en Alsace, on a lancé un service public de l'efficacité énergétique, mais plus pour la rénovation des maisons individuelles, et justement qui souhaiterait à terme faire du tiers financement, mais on se heurte au même problème de la loi qui n'autorise pas ça pour l'instant. Donc il va y avoir des discussions aussi, un peu comme l'Aquitaine va le faire. On va interpeller le gouvernement. J'ai une question pour Armen Sédéfian, groupe Cap Sud. Nous sommes développeurs et installateurs photovoltaïques depuis 2006 à Vaumilieu, en Isère. J'aurais une question dans le cadre du projet, je reprends mes notes parce que sinon je vais dire n'importe quoi. Dans le cadre du projet CareGrid. Donc si je comprends bien, votre volonté a été de conserver une interaction avec le gestionnaire du réseau. Je voulais savoir si vous avez suffisamment de recul et avoir évalué en fait le coût du kilowattheure électrique que vous payez. Merci. Alors oui, c'est effectivement en fait depuis le début, ce qu'on a cherché, c'était à se couper du modèle 100% réinjection au réseau mais tout en maintenant la connexion au réseau pour, comme je disais tout à l'heure, avoir un bâtiment connecté. Par contre, sur cette question du kilowattheure, ça fait partie aujourd'hui de l'analyse. Quel est le coût du kilowattheure stocké, le coût du kilowattheure produit, le coût du kilowattheure consommé, pour trouver le meilleur équilibre entre production, consommation et stockage, et surtout quel est le bon dimensionnement de chacune des briques. Donc ça, c'est un travail qu'on mène actuellement. On a été retenu d'ailleurs dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME pour travailler un peu plus finement sur ces points-là. Et j'ai pas de réponse toute faite à votre question, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui pour surtout arriver avec des outils et des informations pour les porteurs de projets de demain, pour avoir la capacité de dimensionner ce triptyque, quoi. Oui, bonjour, Jean-François Névelot de l'ADEME, agence de Montpellier. J'ai une question pour M. Serreuil également, désolé. Vous avez dit que vous faisiez 10 millions d'investissements sur les renforcements de réseau chaque année. Est-ce que la multiplicité des programmes type CareGrid que vous comptez mettre en place sur votre territoire va entraîner des économies d'énergie, des économies financières sur ces renforcements? J'imagine que oui. Est-ce que vous les avez estimés, mesurés, pifométrés?
C'est un des objectifs, mais après derrière l'objectif aussi qui est extrêmement important, c'est de discuter de tout ça avec les instances de régulation pour que finalement la valeur qui va être créée d'un côté puisse être récupérée. Parce que du coup, dans les faits, il ne va pas y avoir ce renforcement, mais pour ça, il faut aussi inciter la personne à faire ce type de travaux et à tendre vers les réseaux électriques intelligents. Et donc du coup, voilà, c'est aussi une discussion avec les instances de régulation, et que ce soit au niveau de la partie créée ou des GEC, pour voir comment peut se faire le partage des valeurs, quoi. Olivier Dehaze, dernier mot. Oui, juste c'était pour dire sur cette question-là, c'était quand même un des enjeux de l'appel réseau électrique intelligent de Nouvelle-France industrielle, et l'ensemble des projets, enfin si la Bretagne et le Pays de la Loire ont été retenus conjointement, c'est bien parce qu'on avait un certain nombre d'expérimentations de ce type-là et une vraie problématique de réseau. Et donc on espère que CareGrid, RenGrid et tous les autres microgrids ou smart grids de plus grande ampleur contribueront à limiter ces investissements réseau et à permettre aussi des opérations de maîtrise de l'énergie chez les habitants. Donc il y a toute une question de maîtrise de la donnée derrière qui va se poser et qui doit être traitée dans ce projet Smile. Parfait. La Bretagne était là en force et ce n'était pas un hasard. Merci messieurs, dames. Merci beaucoup, on peut vous applaudir encore.